Allez, bonjour à tous, on va commencer, il est 13h01. Merci à tous de vous connecter pour ce dernier meet-up de l'année, petit meet-up de Noël avant les vacances. Euh, donc moi je m'appelle Antoine Nagier, je suis votre hôte habituel, je suis consultant cloud chez Team Spirit et j'ai aussi quelques rôles à la FinOps Foundation. Donc bienvenue parmi nous. Aujourd'hui nous aurons deux intervenants, comme vous le savez déjà. On aura Cyril qui va débuter et qui nous parlera soutenabilité avec AWS. Et ensuite, dans la deuxième demi-heure, Hamilton nous parlera AWS toujours, et en plus particulier de la gestion des backups SAP chez un grand industriel français. Voilà, je me tais, je ne vais pas plus loin, je reprendrai la parole en fin de séance pour vous parler un petit peu du SIG France de la Fondation, très rapidement, mais en attendant, je laisse le contrôler la parole à notre premier intervenant, Cyril. Bonjour à tous, merci à toi. J'espère que ça va être intéressant sur la demi-heure. On attend des questions à la fin pour ceux qui en auront, avec plaisir. Donc sur le sujet, alors c'est une demi-heure, c'est court, hein, donc je vais essayer de faire un focus un peu précis sur certaines choses. La première, donc je vais quand même rappeler de manière assez large les initiatives dans lesquelles AWS est engagée, un petit peu Amazon, mais on ne pourra pas couvrir trop cette partie-là. Ensuite, j'ai fait un focus plus spécifique sur les deux annonces majeures du dernier reInvent, pour ceux qui ont suivi ou pas. Et puis à la fin, c'est quand même le sujet du talk aujourd'hui, faire un peu le lien entre ces annonces dans le domaine du GreenOps et en quoi nous, praticiens du FinOps, ça nous concerne au premier point. J'espère que ça vous convient comme agenda. Donc on va commencer par un petit peu on va dire la doctrine officielle AWS et vous allez voir en quoi ça vous impacte aussi. Donc on fonctionne sur ce sujet un petit peu comme on le fait pour la sécurité, pour ceux qui sont familiers de la logique, à savoir on définit une logique de responsabilité partagée. Amazon et AWS sont responsables d'une partie du sujet, donc notamment l'accès sécurisé au data center par exemple, le côté redondance des équipements, ce genre de choses. Et vous, de votre côté, vous êtes responsable de définir les bons droits d'accès aux bons utilisateurs, utiliser les logiques de sécurité, VPN, ce genre de choses. Donc ça, c'est un modèle qui est assez usuel et pour lequel il est en place depuis assez longtemps. Et en fait, on a défini un peu sur le même principe, le principe de responsabilité partagée pour tout ce qui est développement durable. Donc AWS va être responsable de ce qu'on appelle la durabilité dans le cloud. Donc c'est la partie du cloud, pardon. C'est la partie qu'on voit ici en vert. Donc c'est-à-dire que de la même manière, on va être responsable de délivrer un niveau de service qui soit le moins impactant sur l'environnement possible. Et vous de votre côté, enfin vous, les utilisateurs, parce que je sais que l'audience est assez variée, vont être responsables finalement d'utiliser ces ressources d'une manière qui est la plus responsable aussi. Donc on va voir un petit peu comment tout ça s'agence et en quoi AWS peut vous aider sur ces différents sujets. Donc, je vais aller assez vite sur la partie en vert. Une des annonces de reInvent est sur ce sujet, donc je vais la couvrir juste après. Donc évidemment, nous on travaille depuis assez longtemps sur ces sujets de réduction de l'impact pour une raison assez simple à la base, c'est que la marge opérationnelle de l'entreprise, elle est assez directement liée à la quantité d'énergie que l'on achète. Donc on a été incité depuis très longtemps à minimiser cette énergie consommée. Et évidemment, ajouter une dimension environnementale par-dessus, ça renforce encore la motivation. Donc côté serveur, on va commencer dans les petites briques que l'on voit en vert. Côté serveur, je vais citer des choses assez simples, vous allez comprendre. Donc on ne s'arrête pas, on conçoit nos serveurs nous-mêmes, et donc on travaille sur des logiques qui sont disruptives en termes de réduction de la consommation. Je vais en citer quelques-unes. Donc le premier sujet, c'est déjà les processeurs traditionnels de type Intel et AMD. On y a accès à peu près 1 an en avance par rapport à un client traditionnel sur le marché. Ces processeurs, évidemment, chaque génération dispose d'une capacité de traitement qui est plus efficace énergétique. Donc il y a un premier levier d'économie d'énergie qui est l'accès anticipé à ces nouvelles générations de processeurs qui sont plus économes. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est le fait que l'on développe en fait nos propres processeurs. Donc si vous êtes familier de notre offre, les processeurs Graviton notamment, mais il y en a eu 3 autres
qui ont été annoncés à reInvent avec des logiques de traitement un peu plus spécifiques, machine learning par exemple, inférence. Donc sur la partie Graviton, aujourd'hui on est sur Graviton 2, enfin ceux qui sont en production, qui présentent de par les organismes extérieurs un rapport performance efficacité énergétique d'à peu près 40% plus intéressant par rapport à des processeurs de type x86. x86 étant, on va dire, l'architecture du processeur. Là on est nous sur des architectures ARM. Donc qui sont des jeux d'instructions un petit peu différents. Ça veut dire que c'est pas utilisable tel quel pour tout type d'application. On travaille à ce que ce soit possible. Mais en tout cas, voilà, ces processeurs, c'est déjà une façon assez directe finalement de bénéficier de l'innovation d'AWS. Et on vient d'annoncer lors du dernier reInvent les processeurs Graviton 3 qui vont être disponibles aussi et qui apportent encore une économie d'énergie par rapport à la performance, par rapport à cette génération de Graviton 2. Je ne connais pas précisément les chiffres, j'ai entendu entre 20 et 30% d'économie additionnelle par rapport à la génération 2. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, et je m'arrêterai là parce ça pourrait faire tout l'objet du meeting, c'est la partie onduleur. Nos data centers ne comportent pas d'onduleurs au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des énormes machines assez complexes qui vont assurer donc la partie comment dire, normalisation électrique du site, à la fois en fonction des variations du réseau, mais aussi pour temporiser les pannes quand les relais les groupes électrogènes se mettent en marche. Et donc, on a fait ça à l'origine pour des histoires d'informatique distribuée et de single point of failure. Et donc, on a des micro-onduleurs dans chaque serveur, finalement, qui sont des unités beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas à manager des unités assez larges qui vont gérer beaucoup de choses. Et l'effet secondaire de ça, c'est que la quantité d'énergie qui est perdue pour faire fonctionner ces onduleurs a été réduite de 35% par rapport à un modèle traditionnel. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, là on parle de PUE, donc PUE c'est Power Usage Efficiency, donc c'est la différence entre la quantité d'électricité qui arrive à la porte du data center quelque part et celle qui arrive dans les serveurs. Donc entre les deux, il y a de la déperdition électrique, enfin déperdition de la consommation qui n'est pas directement pour du calcul. Principalement, c'est la climatisation qui vient apporter cette perte, mais l'onduleur arrive a priori normalement en deuxième position selon les modèles. Ensuite, vous avez le câblage électrique pour 3%, ce genre de choses. Donc c'est une façon assez directe aussi de travailler sur des architectures innovantes qui viennent réduire la consommation. Sur la partie cooling, j'en ai parlé un petit peu dans le PUE. Donc on a aussi une approche qui est assez disruptive. On travaille principalement par convection. Donc ça veut dire qu'on va, dans la majeure partie des cas, refroidir les data centers sans utiliser d'énergie, en tout cas sur la partie principale. Après, on est dépendant des conditions extérieures, puisqu'on va utiliser de l'air extérieur. Et évidemment, selon la saison, selon l'endroit où se trouve le data center, il y aura un différentiel thermique conséquent ou pas. Et donc, on va dans certains cas avoir besoin d'utiliser des technologies de refroidissement actives. Et dans ce cas-là, on va travailler aussi sur des logiques d'evaporative cooling, où on va réduire au maximum la consommation d'eau, par exemple. Un autre sujet par rapport au cooling, c'est qu'on opère data centers à des températures légèrement plus élevées que le marché. De ce que j'ai pu comprendre des benchmarks, on parle de 21, 22 degrés comme étant la plage d'opération classique. Nous, on est un petit peu plus haut que ça. Alors, toujours à l'intérieur des recommandations des fabricants, hein, puisqu'il y a des composants dans nos serveurs que l'on ne fabrique pas nous-mêmes. Mais donc, ces quelques degrés de différence sont assez énergivores en fait. Et donc, ça, c'est une autre façon de réduire la consommation électrique. Sur la partie en eau, donc c'est un projet que l'on traite assez sérieusement depuis assez longtemps, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que nos plus gros data centers, alors la taille n'est pas diffusée, mais bon, on peut dire quelques centaines de milliers de serveurs, hein, pour donner un ordre d'idée. Ils consomment l'équivalent de 25 foyers américains par an. Alors le foyer américain consomme pas mal d'eau, hein, pour être clair, mais c'est des quantités d'eau qui sont très très inférieures à ce qu'on peut trouver dans des data centers traditionnels, principalement pour ce que j'expliquais avant, la partie refroidissement, pour lequel on n'utilise pas des tours de refroidissement à eau qui sont on va dire le classique antérieur des data centers et qui sont très très consommateurs d'eau. Sur la partie déchets, donc on ne traite pas ce sujet directement nous-mêmes aujourd'hui. On travaille avec des prestataires auxquels on impose des cahiers des charges assez drastiques, en leur demandant
principalement de réutiliser au maximum les éléments. Malheureusement, quand on travaille sur des serveurs que l'on fabrique nous-mêmes, c'est assez difficile, évidemment, de les réutiliser. Sur la partie data, tout est détruit. Il n'y a pas de logique d'effacement, même avec des normes de type DoD, ce genre de choses. Donc, dans nos contrats avec nos clients, on certifie qu'il y a une destruction des unités de stockage, donc cette partie-là, elle n'est pas réutilisable. Donc tout ce qui n'est pas réutilisable, on demande à ces acteurs de travailler avec les meilleures normes en vigueur sur la partie recyclage. On a investi dans des technologies aujourd'hui pour récupérer des terres rares, des choses comme ça, parce que c'est des sujets qui sont un peu sensibles en ce moment en termes d'approvisionnement dans les années futures. Aujourd'hui, c'est absolument pas efficace, pour être très clair, la quantité à la fois d'énergie et de polluants qu'il faut utiliser pour récupérer ces éléments sont pas intéressantes. Après, on investit dedans et on espère que les technologies vont évoluer pour que ça devienne un axe important dans le futur. La partie data center, elle concerne plutôt la partie scope 3. Donc, du coup, j'ai introduit un nouveau concept par rapport à ce qu'on s'est dit. Scope 1, scope 2, scope 3. Donc, c'est des définitions par le protocole des gaz à effet de serre, hein, qui est la norme. C'est une des normes assez bien établies finalement, parce qu'on le verra, il y a d'autres normes qui sont un petit peu plus floues encore, en tout cas pas suffisamment normées. La partie scope 1, scope 2, scope 3, elle l'est. Donc scope 1, scope 2, c'est en gros l'énergie que vous utilisez directement. Donc scope 1, ça va être le CO2 que vous rejetez directement dans l'activité. Donc dans notre cas, ça va être uniquement des groupes électrogènes s'ils sont alimentés en énergie fossile. Donc évidemment, ça ne représente pas beaucoup. Scope 2, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie que vous utilisez. Donc là, pour le coup, nous, c'est la principale source d'émissions dans notre activité. Donc là, c'est l'électricité que l'on utilise en fonction de la façon dont elle est produite. Le scope 3, c'est tout le reste. C'est tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval. Donc en amont, ça veut dire la construction des data centers, ça veut dire les gens qui se déplacent pour aller au data center, ça veut dire même moi qui physiquement n'ai jamais vu un data center AWS, je suis compté dans le scope 3. Et donc pour ça, sur la partie data center, on travaille à utiliser des technologies qui viennent baisser l'empreinte carbone, hein, d'arriver à zéro aujourd'hui, c'est pas concevable, mais on y travaille. Donc un exemple, c'est l'utilisation de ciment à faible émission de carbone. Donc aujourd'hui, tous les data centers AWS ne sont pas construits avec des logiques comme ça, mais on est en train de mettre en place de plus en plus. Un exemple, donc c'est notre immeuble Sphere à Seattle, donc qui est un des immeubles phares de Seattle, avec des boules en verre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour lequel on a travaillé avec Holcim, donc qui est un des gros faiseurs du ciment, en travaillant avec un ciment qu'il propose, qui permet d'utiliser 20% déjà de matériaux de déconstruction, donc de démolition, qui est intégré dans ce ciment, et qui utilise aussi une partie d'argile chauffée. Je ne connais pas techniquement le procédé, mais ça vient réduire de manière importante les émissions liées au ciment, qui sont, c'est pas très connu peut-être, mais assez importantes, parce qu'aujourd'hui, ça représente plus d'émissions dans le monde que la partie IT pure. Bon, en même temps, il y a beaucoup de. J'ai appris qu'on construit par semaine l'équivalent de la ville de New York en termes de ciment dans le monde. Donc ça donne un petit peu un ordre d'idée. Je vais parler de la partie fourniture d'électricité et matériaux de construction. Je viens d'en parler. Je vais avancer un petit peu, sinon je vais avoir du mal à tenir le timing. Et donc on a vu la responsabilité donc d'AWS dans le cloud. On va voir la responsabilité donc du client ou d'utilisateur. Et un autre sujet sur lequel je vous présenterai quelques éléments concerne comment dire, d'utiliser AWS comme moyen de transformation au niveau sustainability, c'est-à-dire utiliser principalement la data, des capacités d'analytics pour transformer la façon dont les clients génèrent leur propre business. Et finalement, c'est sur ce pan-là que le potentiel de réduction de l'empreinte carbone de tous les usagers est le plus important. Les études externes parlent d'un ratio à peu près de 7 fois par rapport aux deux autres scopes. Alors, il y a différents documents qui existent, qui peuvent vous permettre un petit peu de retrouver tout ça. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est un rapport qui a été émis par 451 Research, donc, qui est une filiale de Standard Poor's, qui reprend une méthodologie qui avait été utilisée en 2019, mais pour les data centers américains. Donc, c'est celle qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont mis à jour les données et interrogé donc 300 clients européens, dont une partie en France. Et donc, il y a un petit encart spécifique sur la France. Donc, c'est assez intéressant.
Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il fait un peu plus d'une vingtaine de pages. Ce qui ressort de cette étude, c'est que d'utiliser AWS à la place d'un data center traditionnel, ça représente une économie en énergie d'à peu près de 5 fois. Et c'est lié principalement, ce qu'il y a à droite, ça permet d'expliquer d'où vient cette économie. En fait, la principale économie, elle vient de la mutualisation des workloads sur nos serveurs. Et du fait que les serveurs utilisés en France ont une durée de renouvellement qui est un petit peu plus longue, ce qu'on a pu constater ailleurs en Europe et aux États-Unis. Du coup, c'est des technologies en termes de processeurs notamment qui sont un petit peu plus anciennes et plus énergivores. Alors, je parle bien scope 1, scope 2, hein, donc je parle bien de l'énergie pour faire fonctionner le serveur, parce qu'évidemment, plus on garde un serveur longtemps, par contre, plus on va étaler son scope 3, c'est-à-dire l'énergie, le CO2 qu'il a fallu pour le fabriquer, on va le diviser en un nombre d'années plus long. Donc ça a des impacts sur ce côté-là, et cette étude ne prend pas cette partie-là. Elle prend bien scope 1, scope 2 seulement. Et donc on arrive au final, quand on transforme cette énergie économisée entre guillemets en empreinte carbone, c'est-à-dire quelle est la façon, l'intensité électrique qu'il a fallu mettre en œuvre pour produire cette énergie, on arrive à 80% d'économie. Ceux qui connaissent les chiffres américains, ils verront que on était à 3,6 sur l'efficacité énergétique et moins 88 sur l'empreinte carbone. Donc il y a une déperdition entre guillemets en Europe sur la partie empreinte carbone. Pour une raison simple, c'est que la grille européenne est moins carbonée qu'aux États-Unis. Du coup, l'impact des énergies renouvelables qu'on utilise est plus faible, parce qu'on part déjà d'un seuil qui va. Donc on est plus efficace sur la partie énergétique, moins efficace sur la partie différenciation liée à la fourniture en énergie renouvelable. Du coup, je vais sur la partie énergie renouvelable. Donc, il y a une carte qui est publique auquel vous pouvez accéder. On voit les 274 projets que l'on a mis en œuvre, enfin certains sont encore en cours de mise en œuvre, puisque c'est des projets assez lourds qui peuvent mettre 2 à 3 ans pour sortir de terre. Donc on est capable aujourd'hui de fournir en capacité maximale jusqu'à 12 gigawatts. Donc ça fait partie de nos engagements, et depuis l'année dernière, on est devenu le plus gros acheteur d'énergie renouvelable au monde, toute industrie confondue. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé sur différentes choses à l'échelle d'Amazon. D'ailleurs, c'est pas AWS. Et une de ces choses, c'est d'utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Donc évidemment, à l'échelle d'Amazon, ça représente des quantités d'énergie colossales. Et donc, on n'a pas d'autre choix entre guillemets que d'avancer sur ce nombre de projets. Donc chaque projet, vous pouvez aller le voir sur la carte. Vous pouvez cliquer dessus, c'est zoomable. Vous verrez à la fois l'endroit, la capacité de production, quand il est mis en production, quel type d'énergie renouvelable il s'est constitué. Donc, toutes ces données sont entièrement publiques. Donc on va passer sur les annonces de re:Invent. La première, et c'était une demande, je pense que les gens qui sont dans le call, il y en a une partie avec qui j'ai eu cette conversation. Donc il y a un maintenant disponible, en tout cas annoncé, il n'est pas disponible aujourd'hui. Ça va être en début d'année prochaine, pour être un petit peu plus clair sans dévoiler précisément la date parce que je ne la connais pas. Donc un outil qui va permettre aux clients AWS de pouvoir suivre l'empreinte carbone liée à leur usage AWS. Donc cet outil, il n'aura pas encore toute la granularité possible. Certains services seront détaillés avec une granularité par grande région, de type Europe, Amérique, Asie-Pacifique, et donc aura une visibilité, ce qui est intéressant, une projection au fil des prochaines années, en intégrant les fameux projets d'énergie renouvelable et les différentes tranches qui vont être mises en production, que l'on connaît déjà jusque pendant 2, 3, 4 ans en avance. Et donc, on pourra avoir sa consommation instantanée à l'année, détail au mois, et donc la projection année par année en fonction, avec un périmètre évidemment ISO, hein, ce qui est dans la réalité juste une façon de se projeter, puisque les environnements sont très évolutifs. Voilà, on pourra voir en gardant un usage similaire comment cette empreinte carbone va lever dans le temps en arrivant à zéro en 2025, évidemment. On parle bien de scope 1, scope 2 à nouveau, pas de scope 3 encore. J'espère que ce sera le cas assez prochainement. Donc là, je passe dans la partie la responsabilité partagée. Donc, que doivent faire les clients finalement pour arriver à optimiser leur usage? On va retrouver des choses qui, vous allez voir, sont assez finalement, comment dire, similaires à ce qu'on fait dans FinOps. Et Antoine, j'ai un problème pour
faire avancer la slide. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, je vais passer à la slide suivante. Ce qui m'amène en fait sur l'autre annonce phare de reInvent, qui concerne le 6e pilier du Well Architect Framework. Donc le Well Architect Framework, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un ensemble de bonnes pratiques, d'outils, de méthodologies pour disposer d'un référentiel de bonnes pratiques au niveau architectural chez AWS. Donc comment, avec des différents piliers de type sécurité, efficacité, coût aussi. Et donc, on a ajouté un 6e pilier qui est sustainability. Alors, c'est un impact assez important pour ceux qui connaissent. Pourquoi? Parce que derrière ce framework, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, évidemment, il y a des logiques de un white paper là sur lequel vous avez le lien. Vous avez aussi derrière des équipes qui vont pouvoir faire des revues d'architecture spécialisées sur la partie sustainability. Vous avez des formats de type Sustainability Game Day, qui sont des événements que vous pouvez organiser. Et tout ça, c'est fourni par AWS dans le cadre normal de notre collaboration. Ce n'est pas des choses que l'on facture. Vous avez derrière certains outils, donc le Well Architect Tool, par exemple, qui va évoluer pour être capable d'intégrer ce framework. Donc on est vraiment sur une logique d'industrialisation de ces processus et de normalisation des workloads et la définition de ces workloads, d'abord sur un plan de remédiation et puis ensuite sur un plan de normalisation on creation quelque part, qui sont des pratiques en termes de FinOps qui vont vous parler. Et je regarde le temps, je vais avancer un petit peu. Donc le troisième pilier entre guillemets donc de cette histoire, de cette logique de développement durable. Donc on a vu la partie durabilité liée à AWS, la partie durabilité liée à l'usage du cloud, et maintenant on voit la partie liée finalement au use case de AWS et des capacités de traitement des données à la sustainabilité de nos clients. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que chez nos clients, finalement, l'empreinte carbone de l'IT, à part pour des clients pure player directement IT, c'est assez faible. On est sur des ordres de grandeur entre 1 et 10% sur la plupart des clients. Le reste de leur activité ayant un impact sur la planète qui est beaucoup plus important. Donc ils nous ont demandé de l'aide sur la façon de faire différemment dans leur façon de délivrer le business à leurs clients. Et donc on a construit un ensemble de use cases particuliers pour lesquels on va fournir aussi aux clients toutes des méthodologies pour aller optimiser différentes façons pour eux de délivrer tout ou partie de leur valeur. Et donc là, on est plus sur des logiques. Alors, il y a deux grands supports. Le premier, c'est ce qu'on appelle Digital Innovation. Donc, ce sont des spécialistes que vous pouvez inviter chez vous et qui vont voilà, construire avec vous à partir de vos problématiques business des façons de répondre à ces problématiques qui soient la plus vertueuse au niveau environnemental. Donc c'est aussi comment dire, du support que l'on propose à titre de c'est pro bono, c'est de l'accompagnement aussi gratuit. Et ensuite, vous avez l'offre de ProServe, qui là pour le coup, c'est notre branche Professional Services, qui elle va pouvoir aussi aller implémenter ces solutions chez vos clients. Là pour le coup, moyennant un assessment of work dans un cadre plus traditionnel d'engagement avec une facturation liée à ces engagements. Je fais un dernier focus dans ce sujet, c'est le sujet de la mesure de l'empreinte carbone au sens global. Là, on ne parle pas de celle d'AWS, on parle du reporting que toutes les sociétés doivent faire. D'ailleurs, à partir du 1er janvier, il y a une loi qui passe pour toutes les sociétés de plus de 500 salariés pour lesquelles ce reporting va être un petit peu plus important, enfin en tout cas plus précis. Et donc, c'est des sujets de data gigantesques. Derrière, aujourd'hui, on travaille avec des proxys, hein, des intensity factors, c'est-à-dire que vous allez transformer toute votre activité en utilisant des tableaux qui sont fournis par les instances gouvernementales ou non, c'est normé en tout cas. Et donc vous allez, je sais pas, transformer 1 kilomètre d'un camion de 10 tonnes qui fonctionne avec du diesel, vous avez une valeur d'empreinte carbone liée à ça. Demain, ce qui est demandé par toutes ces réglementations, c'est que vous allez remplacer dans toutes les domaines de votre activité où vous avez un contrôle, c'est-à-dire que c'est pas un tiers sur lequel vous n'avez pas de contrôle, vous allez devoir remplacer par la réalité et non plus des proxys, donc de ces intensités carbone. Et ça va être un terme de traitement, donc ça veut dire derrière on va parler d'IoT, de capteurs qui vont mesurer les choses, remonter tout ça. Nous on voit déjà des clients qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, ils sont sur des infrastructures sous-jacentes en termes de traitement de données qui sont vraiment colossales.
Et j'en parlais avec un cabinet d'audit célèbre il y a 15 jours, et qui nous disait dans 5 ans, on s'attend à gérer la même quantité de données liées à l'environnement que l'on gère aujourd'hui pour les reportings financiers. Donc on parle de cet ordre de grandeur et on parle de SAP juste après dans le call juste après. Donc ça me paraît aussi une bonne façon de projeter la conversation. J'en arrive, donc qu'est-ce que le FinOps vient faire dans cette histoire? Parce que finalement, on pourrait se demander, le meet-up aujourd'hui, il est quand même orienté autour du FinOps. Je vais faire un petit pas en arrière et puis utiliser donc ceux qui connaissent la fondation FinOps, et donc ici on est dans le meet-up du SIG France, donc c'est le bon endroit. Tous les ans, donc il y a comment dire, un questionnaire qui est envoyé. D'ailleurs, en ce moment, c'est la période, si vous voulez y répondre pour qu'il sorte début d'année prochaine, c'est le moment de le faire. Donc ça, c'est les données qui sont sorties, je pense en janvier de cette année, qui répondent à la question, voilà, dans votre fonction FinOps, quels sont les défis auxquels vous sont confrontés. On voit que le premier, c'est Getting Engineers to Take Action, donc ça veut dire comment changer finalement la culture des développeurs pour qu'ils prennent en compte dans leur mode de développement la dimension coût, puisque là on était sur une logique FinOps. Et vous allez voir que sur la partie sustainability, et je pense qu'il y a un des auditeurs aujourd'hui, c'est lui qui m'a soufflé ça à l'origine. Donc là, lui, pour arriver à engager ses équipes de manière plus active sur la partie FinOps, en fait, il a utilisé l'angle sustainability. Et en fait, selon les générations, selon la sensibilité de chacun à ces sujets, de dépenser un petit peu plus d'énergie pour aller optimiser son architecture pour sauver la planète, ça parle plus que d'aller sauver 10 $ quand on est dans une énorme structure où la notion de dollar est un petit peu floue quelque part. Du coup, j'ai utilisé aussi quelque chose lié au FinOps. Et donc j'ai repris la bonne définition de FinOps point Word sur la partie FinOps. Et en fait, en changeant simplement quelques termes sur la partie GreenOps, on s'aperçoit en fait qu'on cherche vraiment à faire la même chose. Et moi, je le vois en tant que spécialiste FinOps chez AWS, j'ai vraiment un rôle à jouer dans cette transition parce qu'aujourd'hui, les pratiques architecturales sont en train de se normaliser, elles sont assez établies, et donc le white paper dont je vous parlais tout à l'heure, dans le 6e pilier du Well Architect Framework, vient répondre à ça. Mais l'industrialisation, le côté définition de guardrail, de contrôle, de template, SCP, tout ce que vous voulez, finalement, c'est là où on va avoir une valeur ajoutée parce qu'on va faire en sorte que ces bonnes pratiques qui sont le fruit aujourd'hui d'experts techniques, entre guillemets, elles deviennent la façon normale d'opérer le cloud et donc de créer une ressource, de générer une ressource pour un utilisateur, qu'elle soit par défaut déjà la plus vertueuse possible côté environnement. Et c'est là où on a un rôle très important à jouer, à la fois sur la partie mise en œuvre des méthodes pour que ce soit le cas, et aussi sur la partie, bien sûr, utilisation des data, reporting, puisque c'est un peu notre spécialité. Je vais accélérer un petit peu parce qu'il reste plus qu'une minute et je ne veux pas manger du temps sur la présentation d'Hamilton. Donc ici, j'ai repris aussi sur la FinOps Foundation les différents éléments dans la vie d'un FinOps, et on verra que ces étapes sont assez similaires. Les supports vous seront envoyés, donc vous aurez la possibilité de les retrouver. Il me reste que 2 slides. Le premier, c'est un petit peu, bon, c'est bien gentil ce que je vous dis, mais qu'est-ce qui va pas en fait dans cette histoire? Le premier, c'est que les profils RSE, finalement, des entreprises sont des profils assez différents de ceux avec lesquels on a l'habitude d'interagir. Moi, j'ai l'expérience maintenant parce que j'ai à peu près 50% de mon temps sur ce sujet, et je me suis retrouvé un peu sec sur beaucoup de sujets parce que des spécialistes sur ce sujet, c'est des spécialistes. Donc il y a un côté acculturation au concept spécifique du RSE. Il y a un côté associatif très très fort sur ces sujets, et donc ça nécessite aussi d'avoir des interactions avec les différentes parties prenantes sur ces sujets. Il y a une partie qui n'est pas non plus complètement normée encore. Il y a des discussions, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de regarder tout ça. Donc il y a cette partie de normalisation sur laquelle il faudra que ça évolue un petit peu. Et un autre élément donc, que j'ai ajouté, j'ai entendu ça aussi d'un grand cabinet d'audit qui parle de green line, comme il parle aussi de top line, bottom line. En fait, finalement, ça devient vraiment un élément prépondérant dans la gestion des entreprises. Et c'est comme ça qu'on a notre rôle à jouer.
Sur cette partie-là, je ne vais pas la détailler, vous l'aurez, donc c'est des ressources spécifiques que vous pourrez explorer. Les liens, normalement, sont tous actifs. J'ai fait attention qu'ils puissent être actionnables pour vous, donc c'est pour aller un petit peu plus loin dans la conversation. Merci à tous. On va pas prendre de questions maintenant parce que je veux pas empiéter sur la partie d'Hamilton, mais je vais rester un petit peu à la fin du meet-up pour pouvoir le faire. Merci, à Ok. bientôt. Merci Cyril. Il y en a certaines dans le chat déjà, tu peux peut-être répondre à un asynchrone Ok, si cool. ça te branche. Merci. Hamilton, je te laisse prendre la suite, prendre le contrôle et puis Ok, expliquer. merci. Vous m'entendez bien? Ok. Oui, pour moi, oui. Ok. Oui, très bien. Du coup, bonjour. Bonjour à tous. Je me présente. Hamilton Yao, je suis consultant cloud et DevOps chez Devoteam Revolve. Et mon sujet aujourd'hui, ce sera le FinOps pour les backups SAP. Je vais vous présenter ici, c'est un Rex de ce qui a été fait chez un de nos clients et vous présenter un peu les technos et les méthodes que nous avons choisies. Pour cela, en sommaire, on s'articulera sur 3 points. D'abord, vous présenter notre problématique. Ensuite, nous avons réalisé un état des lieux. Et enfin, vous présenter les actions que nous avons mises en place pour remédier à nos problèmes de coût. Je vais vous présenter également ici le cas d'usage qui emmène généralement plusieurs multinationales à mettre en place une stratégie FinOps. Du coup, on a très souvent une multinationale qui initie une stratégie Move to Cloud. Et avec cette stratégie-là, on a la migration de nombreux data centers et également de leur BU. Donc, on a un grand nombre d'instances EC2 et de RDS qui sont migrées souvent chez un cloud provider. Et le groupe veut pouvoir, bien évidemment, réduire les coûts, mais également contrôler ces infrastructures-là. À la fin, on a besoin de solutions packagées qui puissent être la même, qui soient diffusées au niveau de toutes les BU. Et on en arrive très souvent au FinOps. Du coup, nous, la problématique que nous avions, c'est nous avons de nombreux environnements de prod avec des applications financières qui tournent sur ces environnements-là. Donc, on a très peu de marge d'erreur. On a plus de 400 EC2, des centaines de Bucket S3 et avec ça, beaucoup de FS et de snapshot et de RDS aussi à devoir gérer. Et vu que nous avons des applications financières, on a besoin de backups réguliers, mais surtout qui sont consistants. Donc, en termes d'état des lieux, ce que nous avons fait, nous avons regardé les pratiques qui étaient mises en place déjà par les équipes avant notre arrivée chez le client. Où on avait des snapshots et des AMI qui étaient faits via des maintenances Windows. Et au niveau des buckets S3, ils mettaient en place également déjà des backups de tous leurs bases ANA. Et au niveau des EFS, ils avaient utilisé une technique qui n'était pas forcément très conventionnelle, mais qui marchait bien. C'était d'utiliser un autre EFS pour backuper un EFS. Du coup, on se retrouvait à avoir l'EFS XXX qui avait pour backup un autre EFS qui s'appelait backup EFS XXX. Du coup, ça tenait bien tout ça. Malheureusement, c'était pas très optimisé, surtout avec au niveau du S3 où vous avez des coûts qui commençaient à être assez importants et qu'il fallait réduire, vu qu'on se retrouvait avec des backups qui dataient de 3 ans en arrière et qui étaient tous obsolètes. Donc, on a décidé ensemble de rechanger tout ça et on est parti sur des actions plutôt concrètes. La première action qui est recommandée également par la FinOps Foundation, je pense, et que tout le monde met en place lorsqu'on fait du FinOps, c'est le tagging des ressources. Du coup, nous, pour taguer nos ressources, nous avons déjà décidé ensemble d'une bonne politique. Et ensuite, nous avons décidé d'utiliser un script, en fait, qu'on met sur une lambda pour obtenir un ID qui nous est remis par AWS Migration Hub, qui nous permet en fait de savoir les serveurs qui sont migrés de on-premises vers AWS, avoir un suivi sur ces différents serveurs-là, mais également aussi avoir un reporting journalier. Donc tout ça est fait via des lambda. Et je vais vous présenter le schéma d'archi que nous avons mis en place. Du coup, ici, nous avons notre script
notre script en fait à qui nous passons une liste de nos serveurs on-premises qui doivent être migrés. Et derrière, AWS Migration Hub nous ramène le Migration ID. Et cet ID-là nous est ramené dans un CSV que nous posons sur un bucket S3. Et derrière, nous avons une lambda avec un cron qui passe chaque jour pour regarder est-ce qu'on a de nouveaux serveurs ou pas. Et derrière, la lambda va, elle, à partir d'éléments à partir de variables qu'on lui transmet, va nous faire le tagging de toutes nos ressources et derrière nous fait un reporting. Et généralement, nos ressources, c'est des EBS, des EFS, des AMI, tout type de services du S3 et des EC2. Et ce tagging-là nous est envoyé par mail à une DL via Amazon SES. Comme deuxième élément, comme deuxième action, nous avons eu nos backups à faire. Du coup, c'était dans ces backups-là, nous avons les backups des EFS et les custom backups qui ont été faits sur les snapshots et les bases SAP. Pour ce qui est des custom backups, c'est pour nos snapshots de nos EBS, nous avons une lambda qui est déclenchée via un cron. Donc, nous avons défini des politiques de sauvegarde qui sont soit hebdomadaires ou qui sont mensuelles ou annuelles. Du coup, on a une lambda qui reçoit un payload qui, elle va lancer les snapshots et derrière va taguer ces snapshots-là. Et après, nous avons une autre lambda qui, elle, qui va venir faire le clean-up de tous les snapshots qui sont amenés à être obsolètes. Du coup, ici, une présentation d'un schéma d'archi où nous avons notre cron ici qui soit daily, monthly, yearly ou weekly en fonction du type de backup que nous voulons sur nos snapshots et un lambda qui envoie un payload de ce type-là avec le type d'environnement, le nom de l'application, le type de backup et la rétention qui est un élément très important. En fait, ces données-là, elles servent de tag. La rétention sert également de tag, mais c'est ce tag-là qui permettra derrière de taguer le snapshot qui a été fait avec la date de dileton. Du coup, nous avons à la fin nos snapshots avec un dileton qui précise la date à laquelle ils doivent être supprimés. Et derrière, nous avons une lambda qui, elle, s'exécute chaque jour, qui va regarder sur les différents comptes pour s'assurer est-ce qu'il y a une lambda qui arrive à un snapshot qui arrive à expiration ce jour ou non. S'il y en a, elle le supprime et derrière, il y a un rapport qui est envoyé d'un CSV toujours aux différentes DL des équipes concernées via SES. Maintenant, pour tout ce qui est des backups des bases SAP, nous sommes partis sur la solution AWS Backend qui nous permet de sauvegarder nos backups sur des buckets S3. Et nous avons également mis en place des lifecycles au niveau des backups pour arriver à supprimer les backups qui sont obsolètes. Nous avons bien veillé également à ce que les backups qui soient versionnés soient également supprimés parce que il arrive souvent qu'avec les lifecycle, en supprimant les fichiers, on ne fasse pas attention à tout ce qui est versionning et on se retrouve à avoir en fait des fichiers qui sont versionnés et qui continuent de compter dans la facture. Donc, ce que nous avons ici, c'est un cron qui est déclenché au niveau de l'EC2 et tout le système de AWS Backend est mis en place qui lui ensuite envoie les objets vers S3 et les objets sont pour certains en fonction de la donnée de la durée de rétention. Généralement, pour ceux qui font plus d'un mois, sont envoyés vers S3 Glacier ou sinon pour les autres, en fait, ils ont la Lifecycle Policy qui, elle, va agir sur eux et qui soit fait la transition ou la suppression de nos différents objets. Également, nous avons mis en place un système de dashboard et d'alerte afin de pouvoir surveiller notre utilisation de nos instances EC2 pour tout ce qui est SAP. Donc, les dashboards nous permettent de voir en fait l'utilisation de nos instances via les métriques par défaut et les custom métriques comme la RAM. Donc, on arrive à surveiller également
l'usage des machines et par derrière effectuer des downsizing ou des upsizing de nos instances. Et nous avons également, grâce à nos dashboards, nous arrivons souvent à faire de l'analyse d'incidents, parce qu'il peut arriver que nous ayons eu des problèmes et via les dashboards, nous pouvons voir si ces problèmes-là sont liés directement à nos EC2 ou peut-être les applications qui sont sur ces instances. Et comme je vous parlais du dimensionnement, nous arrivons derrière à voir tout ce qui est utilisation des ressources. Est-ce qu'on a surdimensionné ou pas nos ressources, mais également à regarder tout ce qui est flux réseau sur nos systèmes. Et en termes de bilan, je peux dire que nous avons eu plus de 500 téraoctets de fichiers de backup que nous avons pu supprimer sur S3 et également plus de 10 000 snapshots que nous avons supprimés et également des centaines d'UFS supprimés. Nous avons également mis en place nos politiques de backup réguliers et qui sont automatiques et qui tournent correctement sur nos comptes et une meilleure visibilité sur nos infrastructures. Mais tout cela s'est fait après toute la stratégie Move to Cloud de l'entreprise. Du coup, après une certaine maturité du client, nous avons pu réaliser toutes ces actions-là. Et également une prise de conscience même des responsables de l'entreprise. Il reste effectivement beaucoup de travail à faire par rapport à tout ce qui est FinOps chez le client, mais nous pensons avoir mis des bases assez solides et avoir pu sensibiliser toutes les équipes à tout ce qui est FinOps au niveau de notre client. Du coup, je sais pas, si nous passons aux questions et remarques, ou je laisse la main à Antoine. Oui, bon, on finit un petit peu en avance, ça va nous laisser du temps tranquillement pour échanger et poser 2-3 questions. Je sais que Cyril est toujours parmi nous, Hamilton forcément, il vient de finir, donc est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que je passe les questions déjà posées qui concernaient surtout Cyril pour l'instant? J'ai une petite question pour Hamilton. Hamilton, pourquoi ne pas avoir utilisé parce que j'ai l'impression que tu n'as pas utilisé le service managé AWS Backup. Ah oui, pour AWS Backup, nous l'avons utilisé qu'au niveau des UFS en fait. Et nous sommes en train en fait, dans la stratégie, quand nous avons commencé, tout ce qui est FinOps, on n'avait pas encore connaissance. Et je crois que AWS Backup venait d'arriver. Du coup, nous n'étions pas vraiment partis dessus, mais nous commençons petit à petit à migrer vers ça et à le tester pour les applications, pour tous nos services. Et vu que ça reste du financier, on préfère y aller étape par étape pour pas avoir un jour un souci. Ok, merci. Très bien. Ashraf, tu as peut-être une question? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour tout le monde. Oui, ma première remarque, c'est que je pense qu'on n'a plus besoin de mettre de différents tags sur le serveur migré. Vous savez, les tags de migration sur Migration Hub, il suffit juste de prendre un seul tag et taguer toutes les ressources migrées. C'est ce qu'on m'a dit côté AWS. Donc je sais pas si c'est toujours. Ça peut simplifier l'architecture en gros, de ce que j'ai vu. Et pareillement, en fait, la deuxième remarque, c'était par rapport à AWS Backup. Donc on a eu la réponse. Mais comment vous gérez en fait les ressources chiffrées et est-ce que vos backups sont plutôt locales ou bien vous les transférez sur peut-être une deuxième région? Au niveau des backups, pour l'instant, on les a que sur une seule région, mais on fait des backups journaliers, du coup, on les garde sur une certaine période, du coup, on a une bonne quantité de backups. Et pour tout ce qui est chiffrage, on utilise des clés KMS. D'accord, ok. Merci. Merci. Alexandre, bonjour Alexandre, une question pour savoir. Oui. Vas-y. Bonjour et merci pour ce Rex. Est-ce que vous avez pu quantifier le coût des backups en fait avant et après vos optimisations? Oui, mais je n'ai pas le droit de donner ces informations financières-là. D'accord, même en termes de pourcentage pour voir. Non, le client n'a pas souhaité qu'on puisse communiquer sur ces choses-là. J'espère que c'était mieux quand même. Ouais. J'ai pas parlé de gain, mais je l'espérais. Ouais. Déjà sur S3, on a économisé beaucoup. Bon.
D'autres questions pour Hamilton Merci. avant de passer au backlog de questions pour Cyril concernant Hamilton? On a fait le tour. Il semble. Cyril, tu as répondu à Rémi, tu voulais développer peut-être à l'oral ou... Oui, parce que je tape pas assez vite. Je sais pas, je suis désolé, mais effectivement. Du coup, je vais reprendre les questions. Hop, hop. Bon, Michel, sur le WUE, ben, je suis complètement d'accord avec toi. On a une problématique, j'en ai parlé un peu de normalisation de tout ça. Il y a beaucoup d'indicateurs. J'ai vu que nos amis de Scaleway avaient lancé aussi le Real Efficiency quelque chose, qui est une combinaison du PUE et WUE. Bon, pourquoi pas. Après, tout est intéressant. Il faut d'une part, qu'on se mette d'accord sur quel est celui qu'on va utiliser, d'autre part, qu'il soit émis par des organismes indépendants qui sont pas les fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, chacun donne son PUE, on connaît pas le périmètre précis, sur quelle durée. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a besoin de ces indicateurs. On n'est pas les meilleurs sur la partie transparence là-dessus. Je vais pas le nier. Après, il y a des raisons aussi. C'est parce que pour nous, la normalisation, elle n'est pas effective. Et tant qu'on n'a pas des organismes qui sont à même d'auditer des acteurs comme nous à l'échelle mondiale, on a beaucoup de suites d'acteurs, je ne vais pas dire locaux, mais bon, voilà, je suis d'accord sur cette partie-là, en tout cas. Et on travaille aussi à ce que l'industrie au sens large, il y a quand même quelques consortiums, on est plus ou moins tous réunis pour qu'on arrive à quelque chose de convergent là-dessus. La question de Rémi, donc j'ai répondu. Alors je connais pas bien cette partie-là. Pour moi, on opère la plupart de nos data centers. Je sais qu'il y a des cas particuliers où c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, on essaie de reporter bien sûr sur le prestataire le plus possible des bonnes pratiques que nous on a mis en œuvre. En tout cas, je sais qu'on contrôle toujours 100% de nos serveurs. Alors, est-ce que si effectivement on met un serveur avec notre onduleur maison dans un data center dans lequel il y a des onduleurs historiques, c'est sûr que ça ferait. Je ne sais pas répondre précisément à cette question. Pour moi, c'est des cas marginaux en tout cas. Et là, sur la partie mesure d'empreinte carbone, donc j'ai expliqué, il y a un outil qui va être disponible en début d'année prochaine. Aujourd'hui, de ce que j'ai vu, il précise une granularité qui n'est pas pour tous les services. Donc les principaux services sont détaillés et tout le reste est dans un bucket quelque part qui s'appelle over. Donc ça veut dire qu'on a quand même la vue totale, mais pas détaillée. Assez vite, en fait, ce bucket over va être splitté avec la visibilité. Tous les services vont être disponibles. Évidemment, c'est l'objectif, hein, et sinon ça aurait moins d'intérêt. Mais ce ne sera pas le cas quand il va être lancé, de ce que j'ai compris. Il y aura une visibilité sur les grands services AWS et tout le reste sera dans un bucket. Angéline Fontaine. Par rapport à des centers, pas seulement médians, mais des autres CSP, quel est ce positionnement d'AWS? Le positionnement, j'en ai parlé, on va tous être à 100% d'énergie renouvelable assez vite. Donc en fait, les scope 1, scope 2, ils seront à 0 dans tous les cas. Ça apportera qu'une partie de la conversation. Derrière, le scope 3 va devenir prépondérant. Aujourd'hui, donc dans les outils disponibles, Azure propose un outil qui permet à la fois de voir scope 1, scope 2, scope 3. Donc je leur dis bravo, c'est une bonne idée. Après, voilà, on s'est pas encore complètement normé. D'ailleurs, si vous regardez la documentation, quand ils ont fait l'annonce, ils expliquent que du coup, ils vont revoir leurs chiffres au niveau corporate de publication d'empreinte carbone, parce qu'en fait, la méthodologie qu'ils ont utilisée initialement n'est pas la même que celle qu'il y a dans l'outil, donc ça va faire revoir les chiffres. C'est une bonne chose hein, qu'ils ont publié cette logique-là, mais il faut bien comprendre voilà, ce qu'il y a derrière et pourquoi il y a des limitations. Sur la partie GCP, donc ils ont aussi un outil qui présente le même type de scope que ce que l'on va proposer, 1 et 2, donc pas 3, avec une granularité beaucoup plus fine que ce qu'on va faire. Donc moi je dis bravo à ces acteurs et on travaille dur pour revenir. Après là on parle bien de la partie durabilité du cloud. Derrière la partie dans le cloud, il n'y a aucun acteur qui propose le support dont je vous ai parlé, que ce soit les revues d'architecture, les game day, le Sustainability Pilar du Well Architect Framework, les équipes FinOps telles que moi, proactives et nombreuses, qui vont aussi maintenant travailler ça. Bon,
c'est un autre approche, si vous voulez. Nous, la partie Graviton, bon, moins 40% d'énergie, je pense que bon, voilà, on a beau optimiser tout ce qu'on veut, il y a pas beaucoup de possibilités de gain de cet ordre-là. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas les mieux disants sur la partie outillage et reporting. Par contre, sur la partie plus lourde entre guillemets sous-jacente à tout ça, je pense qu'on est assez bien placé, notamment sur la partie en eau, par exemple. Donc un des autres acteurs que je ne vais pas nommer a annoncé dernièrement un programme ambitieux de réduction de milliards de litres d'eau, si j'ai bien compris. Nous, on peut pas faire la même chose puisqu'on est déjà à des consommations qui sont bien inférieures à ça. Donc bon, je sais pas une question de qui fait mieux, qui fait quoi. Je pense qu'on c'est une bonne chose. On travaille tous à être les plus efficients sur le sujet. Je peux pas donner d'ordre de grandeur sur quelles sont les différences, mais je pense qu'elles sont finalement maigres à côté de ce qu'on a dit sur la partie l'utilisation des ressources elles-mêmes, donc la partie du client, et la partie derrière transformation du business, c'est des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Et donc de toute façon, ça va la valeur va converger quelque part sur la partie des providers et pour se déplacer on parle là de la planète et de l'effort qu'on a tous à faire parce que c'est un sujet qui est assez quand même vaste. À titre personnel, je travaille pas mal sur tous les autres sujets. Je suis formateur sur la partie fresque du climat, ce genre de choses. Bon, je pense qu'on a tous à se mettre autour de la table et c'est pas spécialement en tirant sur les autres. Ensuite, ça j'ai répondu. Quelque chose sur la reserve instance, il me semble. Ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, la plupart des bonnes pratiques FinOps sont synergiques avec les bonnes pratiques GreenOps. Exception faite effectivement des instances réservées et des savings plans qui, par essence, peuvent vous aider à vous abstenir de faire des efforts de modernisation parce qu'au niveau coût, ça peut être intéressant. Donc effectivement, on n'a pas prévu de ne plus mettre à disposition ces mécanismes. Par contre, on va la partie où est l'architecte framework, elle est là aussi. La partie modernisation, transformation en microservices, serverless, là où ça fait sens. Hein, tous les workloads ne sont pas des bons candidats, mais il y en a quand même une bonne partie. Et dans ce cas-là, voilà, on va arriver sur des logiques où effectivement la dynamique de transformation de la façon dont vous utilisez le système d'information va être beaucoup plus vertueuse. Après, voilà, pour les clients qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas il y a des histoires de tout ça, c'est lié aussi à des histoires de legacy. Hein, quand vous avez des applications monolithiques, voire mainframe, voire tout ça, même si aujourd'hui on sait faire des choses, c'est compliqué à transformer en quelque chose de plus agile entre guillemets et qui va leverager les ressources du cloud de manière le plus optimale côté environnement. Et donc on va quand même proposer pour ces utilisateurs-là la possibilité d'exploiter avec des coûts qui sont moindres. Et donc j'ai vu qu'il y avait une demande sur l'initiative comment inciter les gens finalement à faire ça. Financièrement, c'est déjà le cas finalement parce que donc quand vous travaillez sur du microservice ou dans certains cas container ou certains cas serverless, alors je mets pas tout sur le même niveau, hein, c'est une simplification un peu brute, mais les économies de coûts que génèrent ces différents investissements pour modifier son infrastructure sont déjà par elles-mêmes des facteurs assez puissants pour générer. Donc, à ma connaissance aujourd'hui, on n'a pas prévu de rajouter une initiative financière, même s'il y a des programmes d'accompagnement et du financement AWS pour ces transformations. C'est déjà des façons finalement de le faire. Est-ce que j'ai loupé d'autres questions? J'avais vu quelque chose sur Est-ce qu'il y aura des recommandations, un peu comme Compute Optimizer, des choses comme ça? Est-ce que le dashboard à terme pourra faire des recommandations d'action pour baisser son empreinte carbone? Alors tout à fait.
Ce sera le cas, c'est sur la roadmap. Après l'échéance, bon, je la connais pas. Les investissements, ce que je vois, ils sont assez lourds. Il y a beaucoup d'équipes qui nous rejoignent sur ces sujets. Pour nous, de toute façon, la dimension, que ce soit empreinte carbone ou énergie consommée ou quelle que soit l'unité d'œuvre que l'on considère, ça va devenir un driver finalement de votre visibilité, tel qu'aujourd'hui le coût. Et donc ce sera intégré et aussi dans la partie en amont, donc pour la conception des workloads au niveau, alors qu'ils n'existent pas encore dans le cloud, hein, le côté définition des architectures, vous allez aussi avoir des évolutions. Donc, je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais aujourd'hui, un CloudFormation template, vous pouvez voir à quoi correspond le principe de coût de le déployer. Vous allez, a priori, j'imagine assez vite avoir aussi son empreinte carbone associée et tous les outils vont s'aligner sur cette dimension-là à un horizon que je sais pas vous donner, mais ça fait complètement sens. Alors, dernière question, et puis je clôturerai. Il y a Sylvie qui nous demande sur la partie Scope 3 et par rapport aux nouveaux services proposés, est-ce que cela veut dire que AWS va monter de plus en plus sur la fourniture de solutions applicatives métiers? On en parle beaucoup depuis le dernier réinvention. Ouais, c'était l'objet de la keynote d'Adam Selipsky, notre nouveau CEO. Oui, certainement, ça va être un des tournants. Et pour les acteurs qui sont ici, le corollaire de ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la partie retail. Aujourd'hui, la marketplace, elle génère plus de business que le business natif AWS. Je dis pas que ça va être le cas sur AWS, mais la marketplace va être aussi un des vecteurs de ce changement. Donc nous, on va fournir effectivement des briques qui vont être de plus en plus haut dans le stack, quoi, briques métiers. Mais on va aussi aider de plus en plus de fournisseurs tiers à pouvoir proposer leurs solutions métiers par l'intermédiaire de la marketplace. Je ne serais pas étonné de voir dans les prochaines années le chiffre lié à la marketplace prendre une part de plus en plus importante dans le volume d'affaires AWS. Ok, bah écoute, merci. Je vois que ça a tracté en termes d'intérêt, donc c'est très bien. Moi, je vais conclure juste sur refaire un petit récap. Vous savez, Cyril l'a rappelé, ce meet-up il fait partie du réseau des meet-ups de la FinOps Foundation là, depuis un an. Pas depuis le début qui existe, mais depuis un an. On est d'ailleurs le plus gros, hein, de loin le plus gros pourvoyeur de membres à ce réseau de meet-up, parce qu'on est 830, 850, je sais plus. Dans ce meet-up, on fait un petit tiers de tous les membres de la FinOps Foundation sur meetup.com. Donc bravo à tous. Et ce meet-up donc fait partie de ce qu'on appelle le Special Interest Group, une nomenclature qui vient de la Linux Foundation, donc le SIG France. Voilà, je vous avais laissé la diapo pour que vous ayez le temps de lire, mais l'idée c'est que entre francophones, eh ben, on participe un peu à la diffusion de cette discipline du FinOps et puis éventuellement à sa production en délivrant des différentes choses. Et pour ce faire, le SIG France est un peu organisé autour d'une gouvernance un petit peu classique, mais notamment avec la brique jaune là qui est très importante, qui est le Senior Advisory Board. Donc on veut que ce SIG France il soit tiré par des besoins métiers, des besoins clients, pas des vendeurs de software ou des clouders, même si j'ai beaucoup de respect pour eux. Et ce SAB s'est réuni pour la deuxième fois il y a une dizaine de jours. Donc ça, c'est la constitution de ce fameux board initial. Il a un petit peu évolué la dernière fois. Claire avait laissé sa place notamment. Je sais que Maïri nous écoute. Il était connecté donc pour la Société Générale. Donc tout ce beau monde a pu discuter un petit peu sur FinOps, comprendre gestion et management de son empreinte financière et environnementale, on met bien les deux. Donc on peut discuter un peu des pain points et des sujets qu'il faudrait travailler pour permettre un petit peu à cette discipline de s'épanouir et aux entreprises d'en tirer bénéfice le plus vite possible. Donc nous, les membres du SIG France, on avait produit quelques livrables déjà parce qu'ils s'étaient réunis la première fois en début d'année et le sujet de l'époque c'était plutôt l'acculturation et comment diffuser la responsabilité FinOps au sein des équipes. Donc on avait produit 2-3 livrables là-dessus qui sont maintenant disponibles au sein de la fondation. Si vous allez sur le Slack et dans notre working group, vous pourrez y avoir accès, je vous les donnerai volontiers. Et les nouveaux sujets qui sont apparus, qui sont arrivés sur la table fin du mois de novembre, sont notamment
En numéro 1, la partie soutenabilité, donc ça rejoint le talk de Cyril, hein, donc en quoi le cloud public peut aider à déjà maîtriser et pourquoi pas réduire son empreinte carbone. Et le deuxième sujet, c'était l'éternel débat cloud privé, enfin infra on-prem versus cloud public. Donc si vous avez envie de, voilà, 1 heure par semaine, par jour, par trimestre, je ne sais pas, à la hauteur de votre disponibilité, si vous avez envie de contribuer à la fondation FinOps via ce SIG, vous pouvez nous joindre. On a déjà, vous pouvez me joindre sur Meetup évidemment, ou vous pouvez nous envoyer un mail à sigfrance-mcfinops.org ou sur le Slack de la fondation, sur le channel SIG French. Voilà, j'ai remis le petit sondage habituel qui dure moins d'1 minute pour savoir où mettre les pieds pour les prochains Meetup. Il est 14h01. Je remercie tout le monde. Je remercie nos intervenants. Merci Cyril, merci Hamilton d'avoir pris le temps de venir témoigner. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, de bonnes fêtes, de bonnes vacances, de bonne année, etc. Et puis on se voit pour le Meetup numéro 11, début d'année prochaine, date à définir. Voilà, merci. Merci Antoine. Merci à tous. Bonne fête à tous. Bonne fête et Merci, bonne au journée. revoir.